Le programme d'histoire de troisième amène à traiter la géopolitique mondiale depuis 1945, donc à aborder le thème et la période de la guerre froide, qui est une période extrêmement importante puisqu'elle structure l'ensemble de la deuxième moitié du XXe siècle au niveau des relations internationales. Commençons tout d'abord par planter le décor. La Seconde Guerre mondiale se termine en Europe le 8 mai 1945 par la reddition de l'Allemagne. Elle se termine au Japon au mois d'août 1945, après les frappes sur les villes de Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 août 1945. La Seconde Guerre mondiale se termine donc par une victoire alliée, par la victoire de la coalition États-Unis-URSS Royaume-Uni. Le monde, à partir de ce moment-là, va donc se réorganiser sous l'impulsion d'États qui sont en fait de nature extrêmement différente. D'un côté, nous avons des démocraties, avec le Royaume-Uni et les États-Unis plus particulièrement, et de l'autre, nous avons un État communiste totalitaire avec l'URSS. La Grande Alliance, qui s'est donc faite contre l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale, va se fracturer rapidement. Les États-Unis, l'URSS s'opposent fortement sur l'organisation du monde. En fait, nous avons ici deux États qui défendent un modèle de société différent. C'est non seulement un modèle politique, mais c'est aussi tout un projet de société, deux projets de société qui sont véritablement, on pourrait dire, antinomiques, contraires. Les deux États n'arrivent pas à s'entendre, il y a un certain nombre de motifs de dissension, un certain nombre de ruptures, la rupture définitive ayant lieu en 1947. Les deux États, l'URSS et les États-Unis, sont deux puissances nucléaires. Les États-Unis ont la bombe nucléaire depuis la Seconde Guerre mondiale et puis le fameux projet Manhattan. L'URSS a elle-même sa bombe nucléaire à partir de 1949. Ce sont donc deux États qui ne s'entendent pas, mais qui ne peuvent se faire la guerre directement. Un conflit ouvert entre États-Unis et URSS signifierait l'anéantissement de chacun des deux camps. Ils vont donc passer par un certain nombre d'autres moyens pour rivaliser. Ils vont s'affronter de façon politique, idéologique. Ils vont s'affronter aussi de façon diplomatique par l'intermédiaire d'espions, d'agents secrets, ou ils vont s'affronter sur des terrains d'action secondaires par alliés interposés. Il s'agit bien de retenir cette idée selon laquelle nous avons, durant la période de la guerre froide, une espèce d'équilibre de la terreur. Nous avons ici deux puissances qui rivalisent, qui s'affrontent pour répandre leur modèle de société, leur modèle politique et leur sphère d'influence, mais qui ne peuvent s'affronter directement parce que un conflit ouvert signifierait l'anéantissement des deux camps, et c'est pour cela que ce conflit, on va l'appeler guerre froide. Rapidement, les États-Unis et l'URSS vont se tisser un réseau d'alliances qui mobilise une très très grande partie de la planète. On va distinguer durant la période de la guerre froide grossièrement deux blocs. Premier bloc, c'est le bloc de l'Ouest, c'est le bloc qui est dominé par les États-Unis. À l'intérieur de ce bloc, il y a l'ensemble du continent américain, bien entendu. Il y a l'Europe de l'Ouest, dont les États de la CE, la Communauté économique européenne, qui se crée en 1957 grâce au traité de Rome. Il y a aussi l'Australie et le Japon. Ces États se retrouvent pour la plupart au sein d'une organisation militaire, l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est une alliance militaire et défensive qui est dominée par les États-Unis. De l'autre côté, le bloc de l'Est, lui, est dominé bien entendu par l'URSS. À l'intérieur de ce bloc de l'Est, il y a l'Europe de l'Est, la Mongolie, la Chine avant une rupture en 1949, le Nord-Vietnam, Cuba, la Corée du Nord. L'URSS et les pays d'Europe de l'Est ont, eux, conclu une alliance militaire qu'on peut considérer comme antagoniste de l'OTAN. C'est le pacte de Varsovie. On parle donc de monde bipolaire. Nous avons véritablement un monde organisé autour de deux pôles, de deux blocs, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. L'Europe étant coupée en deux par un rideau de fer. C'est une frontière fortifiée qui sépare en Europe les États du bloc de l'Ouest et les États du bloc de l'Est. Je disais tout à l'heure que les États s'affrontaient sur des terrains secondaires, par alliés interposés. Alors c'est sensible au travers d'un certain nombre de crises. Il y a Cuba, le Vietnam, la guerre de Corée.
Nous, pour cette leçon, nous retenons l'Allemagne et Berlin, qui sont véritablement au cœur de la guerre froide. En 1945, nous l'avons dit tout à l'heure, le 8 mai 1945, l'Allemagne est vaincue. Et vaincue, elle est divisée en zones d'occupation qui sont confiées aux États vainqueurs de la guerre. Toute la partie est de l'Allemagne est confiée à l'URSS. À l'ouest, on va trouver les zones d'occupation françaises, américaines et britanniques, ce que nous appellerons les zones d'occupation occidentales. La capitale, qui elle est en zone d'occupation soviétique, est elle aussi divisée entre ces quatre États. La rupture entre l'URSS et les États-Unis, à partir de 1947, a d'importantes conséquences en Allemagne où véritablement les deux grands s'affrontent sans pour autant en arriver à un conflit ouvert. Nous avons vraiment une situation qui est typique de cette guerre froide. Le premier temps de cet affrontement autour de l'Allemagne et de Berlin, c'est 1948. En 1948, l'URSS souhaite récupérer la totalité de Berlin puisque Berlin se trouve dans sa zone d'occupation. Elle organise donc le blocus de Berlin-Ouest. Il s'agit d'empêcher l'entrée de toute personne et puis de toute marchandise à l'intérieur de Berlin-Ouest. Il s'agit d'isoler Berlin-Ouest au sein de la zone d'occupation soviétique pour forcer Berlin-Ouest à intégrer le territoire sous contrôle de l'URSS. Le blocus commence le 12 juin 1948. À ce moment-là, toutes les routes sont coupées, des soldats soviétiques barrent d'une poutre l'autoroute qui relie Berlin aux zones occidentales et l'ouest de la ville va être ravitaillé par un pont aérien organisé par les États-Unis. Ce blocus dure à peu près 10 mois, il s'étend de juin 1948 à mai 1949 et c'est un échec pour l'URSS puisque les États-Unis parviennent à maintenir ce cordon ombilical, ce pont aérien, de façon à ravitailler la ville et à lui permettre de tenir. C'est donc un échec cinglant pour l'URSS et un triple succès pour les États-Unis. C'est tout d'abord une démonstration de force technologique. Nous avons un trafic qui atteint 5000 tonnes par jour en janvier 1949. Il aurait pu même être triplé en cas de besoin. Nous avons une opération de propagande réussie. La presse du monde entier montre les enfants berlinois qui guettent les colis de l'US Air Force. Et puis enfin, ce pont aérien véritablement un succès politique. Staline doit plier. Les États-Unis ont montré leur détermination à appliquer une doctrine qui est la doctrine de l'endiguement à l'égard de l'URSS. Il s'agit d'empêcher l'extension de l'URSS et de la domination soviétique en Europe. Donc, à partir de mai 1949, États-Unis et URSS savent que la situation va durer. Les zones d'occupation sont donc transformées en deux États indépendants. À l'est, la RDA, la République démocratique allemande, qui est constituée de l'ancienne zone soviétique. C'est une zone qui possède un gouvernement communiste, contrôlé ou sous influence de l'URSS. À l'ouest, les zones d'occupation américaines, britanniques et françaises se fondent dans un seul ensemble, un seul État, la RFA, la République fédérale allemande. Nous avons ici une démocratie alliée aux États-Unis. Berlin-Ouest est rattaché à la RFA, même si Berlin-Ouest se trouve en RDA. Le premier temps d'affrontement autour de l'Allemagne et de Berlin, c'est 1948-1949, le blocus. Le deuxième temps, c'est 1961. En 1961, de nombreux Allemands de RDA passent en RFA en profitant de Berlin-Ouest. Et il s'agit véritablement pour le gouvernement de RDA d'arrêter, de stopper définitivement cet exode qui ne cesse d'augmenter. On atteint même le chiffre de 15 000 passages entre le 1er et le 10 août 1961. C'est donc pour mettre fin à cet exode que dans la nuit du 12 au 13 août, un mur est construit entre Berlin-Ouest et Berlin-Est. Ce mur qui va être surnommé rapidement le mur de la honte en Occident est gardé de jour, de nuit par la police de la RDA qui tire à vue sur toute personne qui cherche à le franchir. La construction de ce mur met un terme aux espoirs de réunification
allemande. À partir de ce moment-là, on sait que la partition de l'Allemagne va véritablement durer et des familles berlinoises vont être séparées comme ça du jour au lendemain. Et rapidement, le mur surmonté par des barbelés, par des miradors, va être de plus en plus perfectionné. On aura un mur de seconde génération, puis de troisième génération, avec tout un système défensif de façon à éviter toute évasion. On comprend donc que dans le contexte de guerre froide, Berlin et la question du mur de Berlin alimente la propagande anticommuniste du bloc de l'Ouest, à un point tel qu'en 1963, le président américain John Fitzgerald Kennedy est en visite à Berlin-Ouest et lors d'un discours qui a très grand retentissement, il fait du mur un symbole de l'échec du communisme et de la lutte contre l'URSS. Et ici, je cite son discours du 28 juin 1963. « Notre liberté présente des difficultés et notre démocratie n'est pas parfaite. Cependant, nous n'avons jamais eu besoin, nous, d'ériger un mur pour empêcher notre peuple de s'enfuir. Le mur fournit la démonstration éclatante de la faillite du système communiste. » Et un peu plus loin, dans son discours, vient ce passage qui est véritablement un passage historique puisqu'il est resté dans la mémoire. Tous les hommes libres où qu'ils vivent sont citoyens de Berlin. C'est pourquoi, en tant qu'homme libre, je suis fier de dire « Ich bin ein Berliner ». Et cette phrase en allemand dans laquelle il proclame qu'il est berlinois a une portée véritablement extrêmement importante, a un très grand retentissement international. Mais nous voici déjà à la fin de la première période de la guerre froide. 1947, c'est la rupture URSS-États-Unis. On a véritablement un monde qui est sans cesse au bord du conflit ouvert URSS-États-Unis entre 1947 et 1962. On a véritablement à ce moment-là un monde au bord du gouffre. Et puis 1962, c'est la crise de Cuba. C'est la prise de conscience que États-Unis et URSS sont sans cesse au bord de l'anéantissement mutuel, sur le fil du rasoir, et on entre à partir de 1962 dans la deuxième période de la guerre froide, qui est la période de la détente. À partir de 1962, la relation entre les États-Unis et l'URSS va aller dans le sens de l'apaisement, d'où le terme de détente. Les deux États vont signer un certain nombre d'accords pour limiter et même détruire une partie de leur armement nucléaire. C'est ce qu'on appelle le désarmement, même si ça n'exclut pas quelques crises, comme par exemple la crise d'Afghanistan. Passons rapidement sur cette période de la détente et sur les petits moments de tension entre États-Unis et URSS, et notamment ce moment de tension au cours duquel le président américain Ronald Reagan accuse l'URSS d'être l'empire du mal. On est au moment de la crise des euromissiles en Europe. En 1985, Mikhaïl Gorbatchev est élu secrétaire général du Parti communiste d'Union soviétique. Il devient donc le numéro 1 en URSS. Et il engage véritablement l'URSS dans la voie de la pacification avec les États-Unis. Il négocie des accords de désarmement nucléaire. Il cesse le soutien au mouvement révolutionnaire communiste dans le monde. Gorbatchev négocie d'ailleurs avec Ronald Reagan la destruction des missiles de courte et de moyenne portée qui avaient été installés en Europe. Et l'URSS en même temps se retire d'Afrique et d'Afghanistan. Nous avons donc ici des témoignages de bonne volonté. Et si l'URSS souhaite quelque peu réduire les tensions de la guerre froide, c'est tout simplement parce que cela permet d'engager une réduction des dépenses militaires et cela permet de financer une politique de réforme que l'on appelle la perestroïka, une politique de restructuration. L'objectif de cette politique, c'est le développement de l'URSS. L'économie fonctionne mal et des changements apparaissent indispensables dans le bloc de l'Est. À cette perestroïka, le régime communiste mène une certaine politique de démocratisation à prendre entre guillemets, bien entendu, à l'intérieur de l'URSS. C'est une politique qu'on appelle la glasnost. Ça passe par une abolition partielle de la censure, la libération de prisonniers politiques. Cependant, ces réformes économiques qui sont voulues, mises en place par Gorbatchev, est indispensable pour maintenir l'URSS n'arrivent pas à leur terme et les régimes politiques communistes s'effondrent en Europe entre 1989 et 1991. Cet effondrement est lié à des questions économiques, aux difficultés économiques
du bloc de l'Est, mais c'est aussi lié à une espèce de vent populaire favorable aux libertés et favorable à la démocratie. Des manifestations se multiplient dans l'ensemble de l'Europe de l'Est. On a donc des régimes communistes qui vont disparaître d'Europe et des États qui se situent à l'est du rideau de fer, qui vont commencer une longue transition vers la démocratie et l'économie de marché. La Hongrie et la Pologne sont à la tête du mouvement. En mai 89, en Hongrie, le rideau de fer est supprimé. Il est possible de passer librement à l'ouest. Et en juin 1989, en Pologne, les premières élections libres sont remportées par les candidats du syndicat libre, le syndicat Solidarność, avec l'élection ensuite en 90 du premier président de la République, Lech Walesa, un ancien ouvrier électricien des chantiers navals Lénine de Gdansk. Cette chute des régimes communistes en Europe de l'Est a bien entendu des conséquences en Allemagne. Le mur de Berlin est ouvert le 9 novembre 1989. La frontière RFA-RDA disparaît et l'Allemagne est réunifiée en 1990. Et puis l'URSS disparaît, elle, en 1991. Elle laisse place à 15 États, dont le plus important est la Fédération de Russie. Gorbatchev est contraint de démissionner. Boris Yeltsin, un ancien dirigeant communiste devenu favorable à la démocratie, est élu premier président de Russie en 1991. Aujourd'hui, le président de l'actuelle Russie est Vladimir Poutine. 1991, nous avons donc la fin de cette guerre froide qui est liée à une dislocation du bloc soviétique. Alors, une dislocation qui entraîne une nouvelle période dans les relations internationales. Tout d'abord, une période très courte durant laquelle on va avoir l'impression que les États-Unis sont l'unique superpuissance. Une période aussi durant laquelle les conflits vont se multiplier dans les anciennes républiques soviétiques. Certains États vont se diviser, l'ex-Yougoslavie, l'ex-Tchécoslovaquie. Nous entrons dans une période de recomposition de la carte de l'Est de l'Europe et d'une recomposition qui se fait souvent dans la douleur.